Bonjour tout le monde, bienvenue à cet audio-livre socialiste avec Alternative Socialiste. Je me dénomme Simon Pierre, membre d'AS. Alors aujourd'hui, on continue notre lecture de Louis Gill, L'économie capitaliste, une analyse marxiste, tome 1. Deuxième partie. Alors, la dernière fois, on a réussi à écouler l'introduction du texte, qui est accessible à partir de notre canal YouTube. Si vous écoutez ceci, vous avez probablement accès à cet espace de médias sociaux. Alors aujourd'hui, on s'attarde sur le chapitre 1, première partie, marchandises et valeurs, valeurs d'usage et valeurs d'échange, intertitre, la marchandise. Alors allons-y camarades pour ce magnifique livre. Début de citation. La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. L'analyse de la marchandise, forme élémentaire de cette richesse, sera par conséquent le point de départ de nos recherches. Fin de la citation. Note de bas de page 29. Karl Marx, Le Capital, édition sociale, Paris, 1954, tome 1, page 51. C'est ainsi que commence Le Capital. C'est avec le concept élémentaire de marchandise que Marx aborde l'analyse du mode de production capitaliste. Si la marchandise n'est pas un concept spécifique au mode de production capitaliste, mais caractéristique des sociétés marchandes en général, elle constitue néanmoins le point de départ fondamental de l'analyse tant du point de vue historique que du point de vue théorique. Sur le plan historique, la production marchande simple précède la production capitaliste. Elle lui fournit les bases de sa naissance et de son développement. En retour, la production capitaliste est essentiellement la généralisation de la production marchande. Tout en production capitaliste devient marchandise. De même, sur le plan théorique, même si les formes marchandes en général et la forme marchandise en particulier ne sont pas spécifiques à la production capitaliste, l'analyse de la marchandise constitue néanmoins le prérequis essentiel à l'analyse du capitalisme, mode de production dans lequel la marchandise devient la forme généralisée de la production. Dans quelque mode de production que ce soit, indépendamment du moment historique, les hommes ont produit des biens ou produits ayant une certaine utilité ou valeur d'usage. C'était quoi déjà le terme? Entre crochets 38. Dans les sociétés marchandes où la répartition des biens est assurée par l'intermédiaire de l'échange, ces biens ou produits deviennent des marchandises. En plus d'être des objets d'utilité, en plus d'avoir une valeur d'usage, ces marchandises ont également une valeur d'échange, valeur qui détermine dans quelle proportion diverses marchandises s'échangeront les unes contre les autres. C'est par ce double caractère, entre parenthèses, valeur d'usage - valeur d'échange, fermeture de la parenthèse, que la marchandise se distingue du simple produit, caractérisé par la seule valeur d'usage. Sous-titre « Échange et division du travail social ». Si, dans l'histoire du monde, il y a toujours eu production de biens ayant une valeur d'usage, il n'y a pas toujours eu production de marchandises. La production de marchandises correspond à une étape historique donnée, caractérisée par, numéro 1, un certain développement des forces productives, numéro 2, une certaine division du travail social, et numéro 3, la propriété privée des moyens de production. L'échange suppose, il va sans dire, la division du travail social. Mais la division du travail, contrairement à ce que pensait Adam Smith, n'implique pas nécessairement l'échange. Pour que la division du travail implique l'échange, il faut nécessairement qu'il y ait propriété privée des moyens de production. Début de citation. Dans la vieille communauté indienne, le travail est socialement divisé sans que les produits deviennent pour cela marchandises. Ou, pour prendre un exemple plus familier, dans chaque fabrique, le travail est soumis à une division systématique. Mais cette division ne provient pas de ce que les travailleurs échangent réciproquement leurs produits individuels. Il n'y a que les produits de travail privés et indépendants les uns des autres qui se présentent comme marchandises réciproquement échangeables. Fin de la citation, note de bas de page 30, Ibidem, page 57. Dans la commune primitive, au début de l'histoire, existait une division du travail social à l'intérieur de la population, chacun se voyant confier des tâches particulières
et contribuant au produit social d'ensemble. Ce produit était, par la suite, distribué parmi les membres de cette société sans qu'il y ait échange de marchandises. Cela suppose évidemment la propriété collective des moyens de production. À partir du moment où il y a propriété privée des moyens de production, entre crochets 39, où chacun produit avec ses propres moyens de production dans le cadre d'une division du travail social, chaque producteur individuel produit alors une marchandise dont il est individuellement propriétaire et qui est nécessairement destinée à l'échange. Dans ce contexte, l'échange devient le moyen d'assurer la répartition de biens entre les individus en vue de la satisfaction de leurs besoins. Dans une société caractérisée par la propriété privée des moyens de production, l'échange des marchandises assure la répartition finale, tout comme le fait la distribution directe des produits dans le contexte de la propriété collective des moyens de production. Dans les deux cas, il y a une division du travail social. La production de marchandises est donc une forme historique de la production, qui n'a pas toujours existé et qui disparaîtra dans le cours normal du développement des sociétés. On est loin de la conception d'Adam Smith et de la tradition libérale qui, dans son sillage, considère la division du travail social et l'échange comme indissolublement liés, faute de tenir compte du caractère historique de la production marchande et du caractère privé de la production des moyens de production. De la propriété des moyens de production, isolant en somme la division du travail social du contexte historique particulier dans lequel elle s'insère. L'économie libérale généralise en l'ensemble des sociétés des caractéristiques qui appartiennent en propre à une société historique donnée. Voilà un autre exemple de la démarche métaphysique qui, refusant de reconnaître le caractère mutatif de la réalité sociale, fige sa réalité dans des constructions théoriques dont le contenu idéologique reflète ce désir de la classe dominante de voir s'éterniser des rapports sociaux qui lui sont favorables. Note de bas de page 31, pour un aperçu des différences entre métaphysique et dialectique, idéalisme et matérialisme, voire l'introduction, ce qu'on a déjà fait la dernière fois. Intertitre, l'unité dialectique de la marchandise. Ainsi donc, à la valeur d'usage d'une marchandise s'ajoute un autre caractère, sa valeur d'échange. La marchandise est un bien ou un produit qui se situe dans un contexte d'échange. Les marchandises s'y échangent les unes contre les autres. Elles s'y échangent si, d'abord, elles diffèrent qualitativement les unes des autres, si leurs valeurs d'usage sont différentes. Par contre, pour qu'elles puissent s'échanger, il faut aussi qu'elles aient quelque chose en commun. Quelques, entre crochets 40, choses de quantitativement identiques. Il faut, en d'autres termes, que leur valeur d'échange soit égale. En somme, pour que deux marchandises A et B puissent s'échanger, il faut que A égale B, valeur d'échange égale, et que A n'égale pas B, valeur d'usage différente. C'est l'unité dialectique de la marchandise, l'unité de deux éléments contraires. Le caractère à la fois double et contradictoire de la marchandise s'exprime aussi dans le fait qu'elle n'a de valeur d'échange que dans la mesure où elle a une valeur d'usage. En d'autres termes, pour qu'une marchandise se vende, pour qu'elle soit porteuse d'une valeur d'échange, il faut qu'elle soit utile à un acheteur éventuel, qu'elle ait une valeur d'usage pour quelqu'un. Finalement, la marchandise contient à la fois des éléments individuels et sociaux. Lorsque Robinson Crusoe produit pour ses propres besoins, il est producteur-consommateur. L'opération est strictement individuelle et il n'est dans ce cas nullement question de production et consommation de marchandises. Dans une société basée sur l'échange de marchandises, il y a un rapport, entre parenthèses social, entre les échangistes. Les actes qui aboutissent à l'échange de marchandises sont à la fois individuels et sociaux. Sous l'angle de la production, dans la mesure où la marchandise est produite sur une base individuelle par un producteur isolé ou un collectif de travailleurs, mais sans coordination directe avec la production des autres marchandises,
Elle revêt un caractère individuel. En même temps, cependant, la marchandise est produite en vue de l'échange. Elle se situe donc d'emblée en rapport avec les autres marchandises et prend ainsi un caractère social. Commentaire personnel, on perçoit ici l'analyse ou la description d'une coopérative de production d'un angle individuel. Sous l'angle de la production, dans la mesure où la marchandise est produite sur une base individuelle par un producteur isolé ou un collectif, mais sans coordination directe avec la production des autres marchandises. Donc ici, la propriété collective des moyens de production indiquerait qu'il y aurait une coordination directe avec la production de toutes les marchandises et non pas de chaque marchandise individuelle par des groupes. Je trouve ça intéressant, ça éclaircit. Fin de mon commentaire personnel. Numéro 2, théorie subjective et théorie objective de la valeur. En distinguant valeur d'usage et valeur d'échange, Marx a également exclu la valeur d'usage du champ d'analyse de la théorie économique. Note de bas de page 32. Il n'y a qu'une marchandise, en fait, dont Marx a analysé la valeur d'usage dans le mode de production capitaliste, et c'est la marchandise force de travail, dont la valeur d'usage particulière est précisément de créer de la valeur. Fin de note de bas de page. La notion de valeur d'usage exprime un rapport qui existe entre consommateur et objet consommé, un rapport entre homme et bien économique, par conséquent, un rapport subjectif. Pour Marx, la démarche, entre crochets 41, scientifique correcte, vise à découvrir des rapports sociaux entre hommes et entre choses, déterminés par les conditions de la production. Elle vise à découvrir essentiellement des rapports découlant non pas des conditions subjectives, mais des conditions objectives déterminées en dehors des individus et s'imposant à eux. La démarche qui consiste à analyser la marchandise par rapport à sa valeur d'usage, donc du point de vue de la consommation, conduit à la construction d'une théorie subjective de la valeur. C'est l'approche qui caractérise l'économie libérale contemporaine, alors que les économistes classiques, entre parenthèses, Ricardo, Smith, etc., fin de la parenthèse, avaient construit les bases d'une théorie objective de la valeur, théorie de la valeur travail. L'approche des économistes libéraux contemporains est une approche subjective. Elle ressort clairement de leurs manuels d'économie qui sont construits à partir d'une analyse du comportement du consommateur, avec sa courbe d'utilité, entre parenthèses, ensemble de préférences pour telle ou telle combinaison de produits, fin de la parenthèse, et son budget. Le consommateur fera le choix qui, en fonction de sa, entre guillemets, rationalité, sera le choix optimum pour lui. Cette démarche, basée sur les goûts du consommateur et l'analyse de la marchandise sous l'angle de la consommation, conduit à une théorie subjective de la valeur, qui est en fait essentiellement une théorie des prix et non pas une théorie de la valeur. L'approche qui consiste à analyser la marchandise, non pas sous l'angle subjectif de la consommation, mais sous l'angle de la production, faisant intervenir les conditions objectives de cette production, conduit à l'édification d'une théorie objective de la valeur. Cette approche est celle de Marx. Elle nous amène directement à considérer la marchandise comme le produit du travail et à découvrir, à partir de ces conditions concrètes de la production, que la substance même de la valeur est le travail. Ce n'est pas par choix idéologique, par profession de foi, que Marx a construit sa théorie de la valeur travail. C'est à partir d'une démarche scientifique rigoureuse qui l'a amené à comprendre que la substance de la valeur, celle qu'il y a de commun dans toute marchandise, quelle que soit sa valeur d'usage, c'est le travail. Toutes les marchandises sont produites à partir du travail, que ce soit du travail vivant ou du travail déjà incorporé, cristallisé dans des moyens de production utilisés dans le procès de travail, entre crochets 42. En somme, ce qui s'exprime sous la forme de la valeur d'échange, ce quelque chose de commun à toutes les marchandises et que nous devons évaluer quantitativement, c'est le fait que les marchandises impliquées dans l'échange sont les produits du travail humain. Il s'ensuit que l'explication du phénomène qui se déroule dans l'échange, entre parenthèses, la valeur d'échange par exemple, fermeture de la parenthèse,
doit être recherché dans les conditions objectives de la production. Telle est la démarche de la théorie objective de la valeur qu'est la théorie marxiste. Numéro 3. Valeur d'échange et valeur. Sous-titre: La substance de la valeur. Jusqu'ici, la marchandise a été décrite comme possédant une valeur d'usage et une valeur d'échange ou valeur, et les termes de valeur d'échange et valeur ont été utilisés indistinctement. Chaque fois, d'ailleurs, qu'il est question de valeur dans la littérature marxiste, il faut toujours comprendre ce terme au sens de valeur objective, c'est-à-dire valeur travail, et non au sens de valeur subjective, c'est-à-dire valeur d'usage. Si valeur et valeur d'échange sont utilisées l'une pour l'autre, il y a quand même une nuance importante entre les deux. Cette distinction est fondamentalement liée au double caractère, entre parenthèses individuel et social, de la marchandise. En tant qu'objet, produit du travail humain, la marchandise contient en elle du travail cristallisé. Elle contient de la valeur, le travail en étant la substance. Cette valeur apparaît comme une caractéristique individuelle de la marchandise, quelque chose qui la caractérise et lui appartient en propre. Cependant, pour que sa valeur se manifeste concrètement, cette marchandise devra être confrontée à une autre marchandise, possédant elle aussi une valeur, dans un contexte d'échange, entre parenthèses, social. Ce qui apparaissait comme une caractéristique individuelle ne peut donc se manifester que dans un contexte social. Après avoir dépouillé les marchandises de leur valeur d'usage pour ne retenir que leur caractère commun, celui d'être les fruits du travail humain, Marx caractérise de la manière suivante ces, entre guillemets, résidus des produits du travail, fermeture des guillemets, et établit la distinction subtile entre valeur et valeur d'échange. Début de citation. Métamorphosé en sublimé identique, échantillon entre crochets 43, du même travail indistinct, tous ces objets ne manifestent plus qu'une chose, c'est que dans leur production, une force de travail humaine a été dépensée, que du travail humain y est accumulé. En tant que cristaux de cette substance sociale commune, ils sont réputés valeurs. Le quelque chose de commun qui se montre dans le rapport d'échange ou dans la valeur d'échange des marchandises est par conséquent leur valeur. Et une valeur d'usage ou un article quelconque n'a une valeur qu'autant que du travail humain est matérialisé en lui. Fin de la citation, note de bas de page 33. Karl Marx, Le Capital, OPCIT, page 54. Ce quelque chose de commun, cet élément qui caractérise la marchandise en tant qu'objet individuel, sa valeur, n'apparaît pourtant extérieurement que lorsque cette marchandise individuelle, contenant une valeur, est mise en rapport avec une autre dans un contexte d'échange. La valeur apparaît donc sous la forme de la valeur d'échange. Sous-titre: Les notes sur Wagner, entre guillemets. C'est dans les, ouverture de guillemets, notes marginales pour le Traité d'économie politique d'Adolf Wagner, fermeture des guillemets, note de bas de page 34, dernier ouvrage de Marx sur l'économie politique, ouverture des parenthèses 1881-82, fermeture des parenthèses, reproduit dans Le Capital, livre 1, tome 3, édition sociale, 1954, pages 241 à 253. Que Marx explique le plus clairement la démarche qu'il suit dans l'analyse de la marchandise. Citation de Marx. C'est elle que j'analyse et je le fais d'abord sous la forme sous laquelle elle apparaît. Or, je trouve ici qu'elle est d'une part sous sa forme naturelle un objet d'usage, alias, entre parenthèses, en d'autres mots, fermeture de parenthèse, une valeur d'usage, d'autre part, le soutien de valeur d'échange. Et sous ce point de vue, entre guillemets, valeur d'échange, fermeture des guillemets, elle-même. Une analyse plus poussée de cette dernière me montre que la valeur d'échange n'est qu'une, entre guillemets, forme phénoménale, fermeture des guillemets, une représentation caractérisée de la valeur contenue dans la marchandise. Et ensuite, je passe à l'analyse de la valeur, fermeture de la citation, note de bas de page 35, Marx, K. Le Capital, livre 1, tome 3, page 246. En somme, l'analyse de la marchandise révèle d'abord qu'elle est d'une part une valeur d'usage, d'autre part une valeur d'échange.
Une analyse plus poussée révèle ensuite que la valeur d'échange n'est que la forme sous laquelle se présente la valeur, et c'est cette dernière que Marx analyse. Pour être précis, il faut donc caractériser la marchandise non pas comme valeur d'usage et valeur d'échange, mais comme valeur d'usage et valeur. C'est ce que Marx explique dans les, entre guillemets, notes, fermeture de guillemets, à Wagner, entre crochets 44, début de la citation. Si donc, au début de ce chapitre, pour suivre la manière de parler ordinaire, nous avons dit « La marchandise est valeur d'usage et valeur d'échange, prise à la lettre, c'était faux. La marchandise est valeur d'usage ou objet d'utilité et, entre guillemets, valeur. » Fermeture des guillemets. Elle se présente pour ce qu'elle est, chose double. Dès que sa valeur possède une forme phénoménale propre, distincte de sa forme naturelle, celle de, entre guillemets, valeur d'échange, fermeture des guillemets, etc. Fin de la citation. Et plus loin, début de la citation, je dis que la forme sociale concrète du produit du travail, la, entre guillemets, marchandise, fermeture des guillemets, est, d'une part, valeur d'usage et, d'autre part, entre guillemets, valeur, fermeture des guillemets. Non valeur d'échange, car cette dernière n'est qu'une forme phénoménale et non le propre contenu de la marchandise. Fin de la citation, note de bas de page 36, ibidem, page 246 et 247. Commentaire personnel. Donc, où je suis personnellement rendu dans ma compréhension marxiste, c'est de dire que la marchandise a trois types de valeurs, dont deux qui sont inhérentes mais non obligatoires à la marchandise et une qui est phénoménale et historique qui apparaît sous un mode d'échange quelconque. Où est-ce que tu as la valeur d'usage qui est nécessaire pour qu'un produit soit une marchandise. Si ça ne sert pas à rien à personne, ben ça n'a aucune valeur pour personne, ni d'échange, ni d'usage, fait que c'est rien. Bref. Fait que tu as la valeur d'usage. Ensuite, tu as la valeur propre, donc le travail qui a été mis dans la production de cette marchandise-là, qui est objective, qui dépend, entre autres, des moyens de production, des relations de production, etc., etc. Et après tout ça, par-dessus, s'installe une valeur d'échange. Et cette valeur d'échange-là est contextuelle à un mode d'échange et un système économique distinct, mais n'est pas nécessairement lié ou représentatif de la valeur comme telle. Mais, comme on va le voir, puis là c'est peut-être là où je fais une erreur, Marx parlera de comment est-ce que la valeur des biens, la valeur des marchandises lorsqu'elles sont échangées, vont trouver leur moyenne, leur valeur moyenne entre les périodes d'échauffement économique et les périodes de récession. Échauffement économique, les marchandises étant échangées à un prix plus élevé que leur vraie valeur. Période de récession où les marchandises sont échangées à un niveau plus bas que leur valeur, mais qu'en moyenne, on retrouve la valeur moyenne. Mais c'est mon niveau actuel de compréhension, j'ai hâte de voir. Mais je trouvais ça important de mentionner cette idée-là qu'il y a pour Marx trois types de valeurs, deux qui sont objectives ou qui sont rattachées à la marchandise, une qui est comme naissant d'une relation sociale, d'un système économique. Ben, non, c'est pas vrai, parce que tu as un système économique dans le système de production qui fait la valeur telle. Je me perds dans mes détails. On continue. Sous-titre, valeur et échange. Valeur et échange sont donc indissociables. Même si la valeur apparaît comme un attribut individuel de la marchandise, elle ne se manifestera que sous la forme de la valeur d'échange. Il s'ensuit nécessairement qu'on ne pourra parler de valeur que dans le cas de la production de marchandises. Le simple objet ou produit, dans une société où l'échange n'existe pas, ne possède pas de valeur même si du temps de travail est incorporé en lui. Comme l'échange dont elle est indissociable, la valeur est une notion historiquement déterminée, une notion temporelle qui est née avec l'échange et qui disparaîtra avec lui. Pardon. Dans les sociétés qui ont précédé la société marchande, il n'y avait pas d'échange. Il y avait répartition directe du produit social entre les individus. De la même manière, une fois disparu,
tous les vestiges de la société capitaliste, au terme de la longue période de la construction du socialisme, il y aura disparition des valeurs avec la disparition de l'échange et le rétablissement de la répartition directe du produit social, basé sur la propriété collective des moyens de production. Dans ces produits, qui ne seront plus des marchandises, du temps de travail sera nécessairement incorporé, mais il ne sera plus question de valeur, celle-ci reflétant un rapport social différent, celui qui existe dans une société fondée sur l'échange. Autrement dit, la notion de valeur est une catégorie historique, contrairement à celle de valeur d'usage qui est une catégorie universelle, s'appliquant à toutes les sociétés. Il y a, entre crochets 45, toujours eu et il y aura toujours production de valeur d'usage d'un ensemble de produits qui ont une utilité et correspondent plus ou moins aux besoins de la société. Mais il n'y a pas toujours eu et il n'y aura pas toujours production de valeur. Commentaire personnel, tu vois, je suis en train de lire ça puis je comprends mieux certains énoncés que je croyais avoir compris quand j'avais lu le livre 1 du Capital. Mais visiblement, je ne l'avais pas bien compris. Continuons. Sous-titre Valeur et richesse sociale. Dire que le travail, entre parenthèses, vivant et passé, fermeture de la parenthèse, est la substance de la valeur signifie que le travail est la seule source de valeur. Cela ne signifie pas, par contre, que le travail est la seule source de la richesse sociale. Au contraire, la nature, par ses ressources diverses, possédant des valeurs d'usage, est une source de richesse, même si aucun travail humain n'a été à l'origine de ces ressources qui, par le fait même, ne possèdent pas de valeur. Ok, c'est intéressant. Ben, je pense que ça se comprend mieux. Commentaire personnel, bien sûr, je pense que ça se comprend mieux quand on considère que l'échange est historiquement créé et que quand on va simplement s'attarder à la distribution, ben, il n'y aura plus de valeur parce qu'il n'y aura plus de valeur d'échange et que donc, quand on regarde la nature, qu'il n'y a pas de travail investi, ben, c'est de la richesse, mais ce n'est pas de la valeur parce que ce n'est pas une valeur d'échange parce qu'il n'y a pas de travail investi. En tout cas, je trouve ça intéressant. Début de citation. Une chose peut être une valeur d'usage sans être une valeur. Il suffit pour cela qu'elle soit utile à l'homme sans qu'elle provienne de son travail. Tels sont l'air, des prairies naturelles, un sol vierge, etc. Fermeture de la citation. Note de page 37. Marx, Le Capital, livre 1, tome 1, page 56. Commentaire personnel. Mais aujourd'hui, avec la propriété privée de toutes les terres un peu partout, la conceptualisation de ça m'est difficile pour moi personnellement. Là. Parce que tout ce qui est richesse naturelle est propriété privée, soit de l'État, soit d'un propriétaire terrien, etc. Fin de mon commentaire personnel. Comme richesse sociale, les ressources minières, par exemple, avant d'être extraites et transformées, ont une valeur d'usage potentielle qui ne sera réelle que lorsqu'elles seront dans un lieu et une forme utilisable. À l'origine, elles n'ont pas de valeur, aucun travail n'ayant été effectué sur elles. Une fois extraites et transformées, elles acquièrent une valeur d'usage du fait qu'elles sont dorénavant utilisables et, dans une société marchande, une valeur du fait que du travail y est incorporé. On pourrait rétorquer que, même si elles ne possèdent pas de valeur, les ressources naturelles non encore exploitées se vendent et souvent à un prix élevé. Cela est vrai, mais il s'agit alors de prix et non de valeur. La distinction entre prix et valeur sera éclaircie plus loin. Commentaire personnel. J'ai bien hâte. Fin de mon commentaire personnel. Numéro 4. Temps de travail socialement nécessaire. Ayant établi que la substance de la valeur est le travail, il reste à mesurer maintenant la grandeur de la valeur. Comment mesurer cette grandeur? Par la durée ou le temps de travail consacré à la production de la marchandise, bien entendu. Entre crochets, 46. Mais pas n'importe quel temps. S'il s'agissait du temps dépensé par un producteur individuel, on aurait autant de mesures de la valeur qu'il y a de producteurs de cette marchandise et on arriverait à un résultat absurde. Le producteur le moins efficace, le plus lent ou même le plus paresseux, serait celui qui produirait le plus de valeur. La mesure correcte de la valeur ne peut donc pas être le temps de travail effectivement dépensé par chaque producteur individuel, mais bien une moyenne sociale.
c'est-à-dire le temps requis en moyenne dans une société donnée, compte tenu du niveau de développement des forces productives. La valeur du marchandise est définie comme le temps de travail socialement nécessaire à la production de cette marchandise. Ouverture de citation. Le temps socialement nécessaire à la production des marchandises est celui qu'exige tout travail exécuté avec le degré moyen d'habileté et d'intensité et dans des conditions qui, par rapport au milieu social donné, sont normales. Il, entre guillemets, varie avec chaque modification de la force productive du travail, qui, de son côté, dépend de circonstances diverses, entre autres de l'habileté moyenne des travailleurs, du développement de la science et du degré de son application technologique, des combinaisons sociales de la production, de l'étendue et de l'efficacité des moyens de produire et des conditions purement naturelles. Fin de la citation, note de bas de page 38, Ibidem, page 55. L'utilisation de nouvelles techniques de production permettant, par exemple, de réduire de moitié le temps nécessaire pour produire un chandail de laine diminuera de moitié la valeur de ce chandail. Par ailleurs, le même temps de travail produirait la même masse de valeur qu'auparavant, mais aura doublé la quantité de valeur d'usage produite, en l'occurrence le nombre de chandails. Ce temps de travail socialement nécessaire joue aussi le rôle d'une norme à laquelle les producteurs individuels doivent se référer. Si certains dépensent plus que le temps de travail socialement nécessaire, ils ne pourront écouler leurs produits au prix du marché sans encourir une perte. Ils seront obligés de réorganiser leur production en vue de produire dans un temps de travail inférieur, ou bien ils se retrouveront évacués, rejetés de cette production et devront réorienter leur activité vers autre chose. Dans la société marchande, les producteurs individuels produisent chacun de leur côté, entre crochets 47, sans une coordination générale, sans l'intermédiaire d'un plan. En tant que producteurs individuels, ils doivent calculer leur temps de travail individuel, mais celui-ci doit toujours être comparé au temps de travail socialement nécessaire, c'est-à-dire au temps de travail moyen. Tout en étant un producteur individuel, il est nécessairement impliqué dans une situation sociale où il est continuellement obligé de comparer son temps de travail avec celui des autres, sous peine d'être expulsé, de se voir rejeté hors du marché. La valeur se trouve ainsi dépouillée de tout caractère individuel. C'est une réalité purement sociale. Commentaire personnel et un des exemples que j'ai comme compris avec le temps, parce que les gens vont dire, ben voyons donc, tu sais, c'est clair là, que les diamants, c'est plus difficile à trouver. Fait qu'il y a plus de valeur qu'une pomme qu'on a partout en ville. Puis la réponse, je pense, marxiste à ça, c'est que le travail de recherche, le travail d'excavation compte dans la valeur du diamant. Et donc, si c'est plus rare, ça a plus de valeur seulement parce que c'est plus difficile d'en trouver et plus difficile d'aller le recueillir. S'il y en avait plein, il y en avait partout, puis c'était accessible, ça serait une pomme dans un champ de pommes. Ça serait super facile à aller en chercher. Bon, c'est ma relation avec les gens qui vont argumenter que la valeur s'est attachée à la scarcité. Quand dans le fond, la valeur s'est attachée au travail investi pour aller chercher la chose. Dans le sens que, comme par exemple les diamants en ce moment, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas juste les faire en laboratoire, dans le sens que la valeur d'usage d'un diamant de laboratoire, qui est absolument identique à ma connaissance en tout point avec un vrai diamant, ne pourra pas juste simplement être utilisé pour tout le monde. Il y a comme une campagne de propagande qui dit que « Ah non, je ne veux pas de diamant parce que c'est un faux diamant », mais ça, c'est une abstraction sociale qui ne vient pas affecter la valeur d'usage. C'est juste un jugement erroné, dans le fond. Fait que bref, on pourrait appeler ça de la superstition. Il n'y a pas vraiment de raison pour qu'on ne le fait pas. Je m'éternise. Numéro 5. Travail concret et travail abstrait. Tout comme la marchandise a un double caractère, une valeur d'usage et une valeur d'échange ou valeur, le travail conduisant à la production de cette marchandise a un double caractère, celui d'être un travail concret et un travail abstrait, notion qu'il s'agit maintenant de clarifier. La production d'une valeur d'usage particulière exige un type particulier de travail, c'est-à-dire un travail concret donné. La table est une valeur d'usage qui exige un travail concret différent
de celui qui exige la production d'une automobile. Ce sont deux types différents de travail concret, entre parenthèses, impliquant des outils différents, des connaissances différentes, etc. Fermeture de la parenthèse, qui conduisent à la production de valeurs d'usage différentes. S'il existe une foule de types différents de travail concret, il y a par ailleurs quelque chose de commun à tous ces types de travail. Autrement dit, si on fait abstraction de ce qui les différencie, il y a quelque chose de commun qui reste. C'est la dépense d'énergie associée à tout travail et qui s'exprime dans le temps consacré, la présence physique, la dépense d'une certaine énergie musculaire, l'effort intellectuel, etc. C'est cette dépense d'énergie commune à tout travail qui constitue le travail abstrait dans le sens où on a fait abstraction de toutes les qualités particulières des différents types de travail concret, pour ne retenir que ce qu'ils ont en commun. Commentaire personnel, certaines personnes vont dire oui, mais certaines jobs sont plus dangereuses que les autres et donc n'est-ce pas un exemple d'un travail qui a plus de valeur? Et à ça, on répond que le danger est un problème technique plus qu'un problème objectif, dans le sens que on a amplement le savoir, la technologie, la capacité de rendre les travails plus sécuritaires. C'est un choix social contextuel sous le capitalisme qu'on choisit de couper les coins ronds, de rendre les jobs plus dangereuses pour sauver de l'argent aux capitalistes. Et donc, si on met le coût de rendre le travail sécuritaire, c'est simplement du travail investi dans la valeur de l'objet qu'on échange comme tout autre objet, parce que la planification, c'est de simplement investir le temps de travail là où on en a besoin et le coût que ça coûte en heures de travail pour les choses qu'on a besoin. Je veux dire, si on commençait à juger de chaque coût en heure individuellement puis de se choquer, on finira plus jamais. Le coût, c'est le coût en heure de travail. Ensuite de ça, on peut investir pour améliorer nos taux de productivité, technologie, recherche, innovation, etc. Mais je pense pas qu'on va avoir une réaction psychologique de dire genre « Ah, 2 heures pour faire une boîte de Kleenex, je suis choqué. » Enfin bref, fin de mon commentaire personnel. De la même manière que le travail concret est associé à la, entre crochets 48, valeur d'usage, le travail abstrait est associé à la valeur. L'analyse de la marchandise a révélé que, pour qu'il y ait échange, les marchandises devaient avoir des valeurs d'usage différentes, mais aussi quelque chose de commun s'exprimant dans leur valeur d'échange. Pour que des marchandises qualitativement différentes s'échangent, il faut qu'elles soient quantitativement semblables. Le point de repère qui permet de comparer quantitativement des choses qui diffèrent qualitativement ne peut être obtenu qu'en faisant abstraction de ces qualités différentes en vue de rapprocher les marchandises les unes des autres sur une base commune. Cette base commune, c'est la dépense d'énergie évaluée en heures de travail. C'est le travail abstrait. Ainsi, par exemple, on pourrait à la rigueur échanger une chaise contre une table, mais on conçoit plus difficilement l'échange d'une chaise contre une automobile. Sur le plan des valeurs, sur le plan du contenu en temps de travail socialement nécessaire de ces marchandises, il faudrait plutôt 50 ou 100 chaises pour que l'égalité soit réalisée et que l'échange ait lieu. Cette notion de travail abstrait considérée comme travail en général, entre guillemets, loin d'être une pure abstraction sans rapport avec la réalité, illustre très bien, au contraire, la réalité concrète du mode de production capitaliste où les travailleurs passent facilement d'un travail à l'autre. Il suffit d'imaginer le cas du travailleur non spécialisé qui, ayant perdu son emploi de manœuvre à la Ville de Montréal, se fait engager comme garde de sécurité à l'UQAM, puis, après avoir été de nouveau remercié, obtient un poste de pompiste dans un garage. Ce travailleur est l'illustration concrète de la notion de travail abstrait. Quelle que soit l'affectivité spécifique pour laquelle il a été engagé dans les 3 cas, seule sa présence physique, son activité pendant un certain nombre d'heures, sa dépense d'énergie compte. Cette mobilité à l'intérieur du marché du travail, entre guillemets, est l'expression concrète de l'idée de, entre guillemets, travailleur en général. Fin des guillemets. Caractéristique du stade avancé du mode de production capitaliste où la division du travail est sans cesse accrue et se traduit par la décomposition du procès de travail en une multitude d'opérations simples entre lesquelles la mobilité est grande. Numéro 6.
travail simple et travail complexe. Mais commentaire personnel sur la dernière section, je pense que cette section-là au complet est super importante parce que j'en faisais allusion rapidement en disant, tu sais, si on planifie les heures de travail investies. Parce que ça se calcule de un et de 2, on peut calculer le nombre potentiel d'heures de travail qu'on a à investir en tant que société. C'est calculable, c'est mathématiquement calculable en calculant le niveau technique des heures de travail. Ensuite de ça, leur nombre d'heures potentielles, le nombre de gens qu'on a, le nombre d'heures qu'on veut qu'ils travaillent, etc., etc., etc. Ensuite, nos besoins, les heures qu'on peut investir dans certains besoins. Puis ensuite de ça, on y va avec, ben, à la base, on pourrait tout manger des céréales. Fait que ça, c'est l'investissement de nos heures les plus productives en ce qui a trait à la nourriture. Mais là, après ça, on se retrouve avec du travail potentiel non investi. Ben, d'après moi, il n'y a aucune raison pourquoi on ne pourrait pas soit investir dans n'importe quoi qu'on veut. Là. Ben, il faut construire des maisons, il faut construire des autobus, on pourrait avoir de la nourriture un peu plus fancy que manger des céréales à chaque jour. Fait que tout ça, c'est des options. Et plus ton travail est efficace, plus ton heure de travail est productive, plus tu as du travail de lousse que tu peux réinvestir dans ce que tu veux, puis d'avoir une société qui est libre, qui a de l'espace, qui respire, où les gens ont du temps personnel pour faire de l'art, passer du temps avec leur famille, aller en thérapie, etc., etc., etc. En ce moment, tout ce travail potentiel qui est non investi est dans les comptes de banque des milliardaires et ne fait rien. Il est à leur solde à eux, ces gens-là. Puis c'est ça, c'est un peu du travail gaspillé. Moi, je conceptualise cet argent-là comme du travail cristallisé qui est complètement gaspillé. Puis tous les problèmes de notre société seraient affectés si, au lieu de gaspiller notre travail, on le réinvestit dans notre société. En tout cas, fin de mon commentaire personnel. Numéro 6, travail simple et travail complexe. Il existe néanmoins, dans le mode de production capitaliste, divers niveaux de spécialisation de la force du travail. Marx distingue ces niveaux en recourant aux notions de travail simple et travail complexe. Le travail simple est défini comme le travail simple est défini comme ce qu'en moyenne tout homme produit sans développement spécial de son organisme ou de ses connaissances. Cela correspond au travail fourni par le, entre guillemets, travailleur en général, fermeture des guillemets, du paragraphe précédent. Le travail fourni par un travailleur manuel non spécialisé. Le travail complexe, entre parenthèses, travail qualifié, n'est qu'un multiple du travail simple. Certaines tâches dans l'économie sont des tâches spécialisées qui ont exigé une certaine formation. Et je vois qu'il y avait une note de bas de page 39 à la fin de la dernière section, avant le numéro 6, alors je vais la lire. La mobilité, entre guillemets, entre les divers métiers dans les hôpitaux était un des axes principaux des propositions patronales défendues par le Comité patronal de négociation dans les affaires sociales, le CPNAS, dans le cadre des négociations entre le gouvernement et le Front commun, CSN, FTQ, CEQ, des syndiqués des secteurs publics et parapublics au Québec en 75-76, voir chapitre 6, section 5, la sous-section intitulée, entre guillemets, les moyens techniques de la dévalorisation, déclassification, polyvalence, mobilité. Fin de note de bas de page. Certaines tâches. On revient au paragraphe en dessous du numéro 6. La dernière phrase étant « Certaines tâches dans l'économie sont des tâches spécialisées qui ont exigé une certaine formation et on continue. C'est l'exercice de ces tâches que Marx qualifie de travail complexe. Et ce travail complexe peut toujours être réduit à une quantité équivalente de travail simple. Si, par exemple, la formation d'un travailleur dont la vie active est de 100 000 heures a exigé 50 000 heures de travail simple, ce travail complexe peut être réduit à du travail simple en le considérant comme l'équivalent d'une fois et demie le travail simple correspondant. Dans le fond, commentaire personnel, mathématiquement, de ce que je comprends, c'est comme si on ajoutait le travail simple dans le combiné de travail compliqué. Dans le sens que le travail de formation que la personne, le professeur a fait, ou l'enseignant, ou le formateur, whatever, a fait avant, est inclus dans le travail de production finale. Mais pour moi, c'est la simplicité de ce calcul-là, c'est simplement de dire, on regarde le résultat final, on le prend dans nos mains, whatever, puis on dit, ça, c'est le résultat de 4 heures de Joe Blow ici et de 2 heures du prof là-bas. Et c'est tout, 6 heures.
J'ai-tu mal compris? En tout cas, on continue. Dites-moi là dans les commentaires si j'ai mal compris. Ces différences entre travail simple et travail complexe permettront d'expliquer les bases de l'existence des différences de salaire en régime capitaliste. Note de bas de page 40. Voirie, chapitre 6. À ce stade-ci, cependant, il suffit de montrer comment le travail complexe est réductible à du travail simple et que, par conséquent, l'existence de travail complexe n'est pas un obstacle à la construction de la théorie de la valeur. Numéro 7. La loi de la valeur. Il est maintenant possible d'établir la loi de la valeur, loi fondamentale de la production marchande, en général et par conséquent de la production capitaliste en tant que généralisation de la production marchande. La loi de la valeur ne fait que synthétiser le raisonnement dans les sections précédentes. En rouge, loi de la valeur. Dans la production marchande, les marchandises auront tendance à s'échanger entre elles conformément à leur valeur, c'est-à-dire conformément à leur temps de travail socialement nécessaire. Les marchandises s'échangeront donc entre elles si leurs valeurs sont comparables. C'est l'énoncé de la loi. Son, en rouge, principal effet, c'est la distribution du travail social, entre crochets 50, entre les différentes activités économiques. Dans une économie capitaliste, entre parenthèses comme en économie marchande en général, fermeture de la parenthèse, la production n'est pas planifiée. Les producteurs sont des producteurs individuels qui entrent en contact par l'entremise du marché, donc par l'entremise de la valeur. Ceux dont le temps de travail est trop élevé pourront être éliminés et réorientés vers d'autres activités. D'autres pourront apparaître comme nouveaux producteurs s'ils sont plus efficaces, etc. L'effet de la loi de la valeur est donc de distribuer le travail social entre les différentes activités économiques. C'est, dans les régimes marchands, ce qui remplace une organisation planifiée de la production où les producteurs décideraient consciemment et de façon unifiée des quantités à produire de tel ou tel produit et de l'allocution du travail social entre les différentes activités économiques. Commentaire personnel. Et une autre caractéristique de la forme d'échange, la forme économique capitaliste, comparée à le féodalisme et le mercantilisme, c'est que justement, si on se rappelle bien, les artisans de l'époque, comme le gars, la personne qui faisait les souliers, brisaient, ou je devrais dire, à l'époque, l'artisan faisait le soulier seul, dans son atelier, faisait toutes les étapes de faire le soulier. Puis, l'évolution vers le système capitaliste a dit que si on brise la fabrication de souliers dans des étapes simples, puis qu'on engage de la paysannerie, qui ne sont pas éduqués, mais qui peuvent mettre un lacet dans un trou, ben, on peut faire bien plus de souliers, bien plus simplement pour moins d'entraînement, moins de formation, etc., etc. Donc, la marque du capitalisme, c'est de simplifier le travail, et ça, c'est bon, parce qu'on a plus d'agilité dans notre organisation, dans notre planification de la société, si tout le travail qu'on doit faire est faisable par absolument tout le monde. Alors, la séparation du travail sous le socialisme est un positif, mais sous le capitalisme, c'est le contraire. Parce que si tu as un travail formé, tu as probablement un meilleur, ou en général, en moyenne, tu as probablement un meilleur salaire. Et quand quelqu'un arrive et simplifie la tâche, la brise en étapes et enlève le besoin de formation, ben, les capitalistes, ils sont super heureux parce que cette destruction du travail complet en partie va représenter une diminution de salaire des employés qui font le travail et donc une diminution de qualité de vie pour la classe ouvrière en général. Et ça, c'est mauvais pour nous, bon pour eux. Donc, c'est là la dialectique, les contradictions. Sous le capitalisme, de séparer le travail en formation plus simple, c'est la prolétarisation du prolétariat. Mais la contradiction de ça, c'est que on a la forme sociale à laquelle on veut aspirer dans une société socialiste, parce que dans une société socialiste, c'est une solution qui améliore notre capacité de planification. L'effet de la loi entre les différentes... Oui, ça j'ai lu. Numéro 8. La forme de la valeur. La valeur d'usage d'une marchandise est une caractéristique individuelle. Elle apparaît clairement et il n'est pas nécessaire de mettre la marchandise en rapport avec une autre marchandise pour que cette valeur d'usage apparaisse.
Par contre, pour que sa valeur apparaisse, entre parenthèses, sous la forme de valeur d'échange, fermeture de la parenthèse, il faut qu'elle soit mise en présence d'une autre. La valeur n'apparaît, ne surgit que dans l'échange. Dans les sociétés marchandes développées, l'échange se fait par l'entremise de la monnaie. Cette forme de l'échange a été précédée historiquement par la forme plus simple qu'est le troc. Pour comprendre cette évolution, Marx analyse les diverses formes de la valeur en commençant par la plus simple. En somme, sur le plan théorique, comme sur le plan historique, la forme simple de la valeur précède et permet d'expliquer sa forme développée. Début de citation. Le mystère de toute forme de valeur gît dans cette forme simple. Aussi, c'est dans son analyse que se trouve la difficulté. Fin de la citation, note de bas de page 41. Marx K. Le Capital, livre 1, tome 1, page 63. A. Forme simple. Entre crochets 51. Dans la forme simple de la valeur, deux marchandises A et B sont mises en rapport. Elles diffèrent qualitativement, mais sur le plan quantitatif, supposons que, entre guillemets, X unité de A s'échange contre, entre guillemets, Y unité de B. C'est-à-dire, X grand A est égal à Y grand B. Commentaire personnel, ça c'est le capital. Ah mon Dieu, quand on lit le capital, là, c'est ces formules-là qui sont comme, qu'on s'en rappelle. En tout cas, personnellement, moi c'est ça que je me rappelle. Petit x grand A égale petit y grand B, où x unité de grand A valent y unité de grand B. 20 mètres de toile valent un habit. Dans cette équation, les deux marchandises A et B, ou la toile et l'habit, jouent deux rôles différents. Début de la citation. La toile exprime sa valeur dans l'habit et celui-ci sert de matière à cette expression. La première marchandise joue un rôle actif, le second un rôle passif. La valeur de la première est exposée comme valeur relative. La seconde marchandise fonctionne comme équivalent. La forme relative et la forme équivalent sont deux aspects corrélatifs, inséparables, mais en même temps des extrêmes opposés, exclusifs l'un de l'autre, c'est-à-dire des pôles de la même expression de la valeur. Il se distingue toujours entre les diverses marchandises que cette expression met en rapport. Cette équation, 20 mètres de toile égale 20 mètres de toile, exprime seulement que 20 mètres de toile ne sont pas autre chose que 20 mètres de toile, c'est-à-dire ne sont qu'une certaine somme de valeurs d'usage. La valeur de la toile ne peut donc être exprimée que dans une autre marchandise, c'est-à-dire relativement. Cela suppose que cette autre marchandise se trouve en face d'elle sous forme d'équivalent. Fin de la citation. Note de bas de page 42, ibidem, page 63-64. Commentaire personnel. Là, on rentre dans cette idée que la marchandise A est relative et s'identifie à la valeur de la marchandise B, mais que dans cette équation-là, on ne sait rien de la valeur de la marchandise B. Puis on va voir pourquoi ça c'est important plus tard. Inversement, A peut servir de matière à exprimer la valeur de B, mais alors les rôles sont interchangés et la valeur de B s'exprime relativement dans la marchandise A, qui joue maintenant le rôle d'équivalent. Une même marchandise ne peut donc se présenter à la fois sous la forme relative et la forme équivalent, formes qui s'excluent mutuellement. B. Forme totale ou développée et équivalent général. Si une marchandise A peut exprimer sa valeur dans une marchandise B qui lui sert de miroir, elle peut également l'exprimer dans une foule innombrable d'autres marchandises B, C, D, etc. En fait, elle peut l'exprimer d'autant de façons qu'il y a de marchandises avec lesquelles elle est mise en rapport. Entre crochets 52. Petit x grand A est égal à petit y grand B, petit z grand C, petit w grand D. Chacune de ces marchandises sert d'équivalent qui permet à A d'exprimer sa valeur relativement. La valeur de A reste bien entendu la même, mais elle s'exprime différemment selon qu'on la compare à telle ou telle marchandise. L'inconvénient de la forme totale ou développée de la valeur relative réside dans le fait que chaque marchandise, comme A, exprime sa valeur en un nombre infini de marchandises qui lui servent d'équivalent. Par contre, la forme totale n'est en fait
qu'une série d'expressions de la forme simple de la valeur relative du type petit x grand A est égal à YB, petit x grand A est égal à ZC, etc., dont chacune contient réciproquement l'équation identique, dis-je. Petit YB est égal à petit XA, petit ZC est égal à petit XA, etc., etc., etc. En exprimant la valeur de toutes les marchandises dans une même marchandise, par exemple A, on obtient la forme générale de la valeur et la marchandise A joue le rôle d'équivalent général. Oups! Commentaire personnel, on se rapproche de l'argent, hein, tranquillement, pas vite. Fin de mon commentaire personnel. L'équivalent général, servant de matière à exprimer la valeur de toutes les marchandises, ne peut exprimer lui-même sa propre valeur. Il est donc exclu de la forme valeur relative. De la même manière, toutes les autres marchandises sont exclues de la forme équivalent. Pour devenir équivalent général, une marchandise doit, en quelque sorte, être retirée de la circulation. Par conséquent, même si la forme d'équivalent général peut appartenir à n'importe quelle marchandise, le caractère d'exclusion de l'équivalent général conduit celui-ci à se fixer en une marchandise unique qu'on appelle monnaie et dont la fonction sociale spécifique est de, entre guillemets, de jouer le rôle d'équivalent universel dans le monde des marchandises. Fin des guillemets, début de parenthèse, Marx, Le Capital, livre 1, tome 1, page 82, fin de la parenthèse. Historiquement, ce sont principalement les métaux précieux qui ont joué le rôle de monnaie. Théoriquement, cependant, n'importe quelle marchandise peut remplir cette fonction. Commentaire personnel. Je pense que ce qui aide à comprendre cette section de marchandise équivalente qui perd sa propre valeur parce qu'elle agit comme équivalent à tout le reste des marchandises, c'est d'imaginer que la valeur du marchandise revient à le nombre d'heures de travail investies en elle. Mais si la valeur équivalente est représentative de la valeur d'une marchandise dont le travail a été investi, et c'est tout, ben, le nombre de travail mis dans la marchandise équivalente devient hors sujet. C'est plus important. Parce qu'il faut, de par sa nature d'équivalent général, que cette monnaie dont Marx parle perde sa capacité d'innovation. Tandis qu'une marchandise normale, donc pas une marchandise équivalente générale, va avoir va avoir des innovations techniques, des innovations en termes de formation des employés ou des travailleurs-travailleuses, etc., qui va affecter la valeur, car va affecter le nombre d'heures de travail investies dans cette marchandise-là socialement sur des périodes prolongées de 10, 20, 100 ans. Mais quand tu es équivalent, tu ne peux pas juste soudainement changer de valeur, puis là, soudainement, toutes les équivalences ne font plus aucun sens. Fait que tu as besoin d'enlever la marchandise de sa valorisation classique qui vient seulement du nombre d'heures de travail investies. Bref, j'espère que ça l'aide un peu. Fin de mon commentaire personnel. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai compris, puis peut-être que j'ai tort. Dites-le dans les commentaires. Numéro 9, le caractère fétiche de la marchandise. Sous-titre, le régulateur de l'activité économique. Dans une économie marchande, les producteurs n'entrent pas en contact direct les uns avec les autres pour déterminer les objectifs de la production dans le cadre d'un plan concerté préparé consciemment. Ils entrent en contact les uns avec les autres indirectement par l'entremise du marché, donc par l'entremise de la marchandise et de la valeur qu'elle possède. C'est précisément cette valeur qui assure le pont entre l'individuel et le social. Dans la société marchande, qui oblige le producteur individuel à se référer constamment à cette norme sociale qu'est le temps de travail socialement nécessaire, c'est au niveau du marché, lieu où s'échangent les marchandises, que telle production se révélera excédentaire ou déficiente, que le signal sera donné en vue d'apporter les correctifs qui s'imposent. En économie marchande, c'est le marché, et plus précisément sa raison d'être, c'est-à-dire la marchandise, qui constitue la base du fonctionnement économique d'ensemble. En tant que régulatrice essentielle de l'activité économique dans la production marchande, la marchandise revêt le caractère d'un fétiche. J'ai hâte de lire, puisque personnellement, j'ai de la misère à comprendre le fétiche, puis tout. C'est une affaire religieuse, je pense. En tout cas, début de la citation.
Il nous faut faire appel aux régions nébuleuses du monde religieux pour trouver quelque chose d'analogue. Là, les produits du cerveau humain paraissent animés d'une vie propre et constituer des entités indépendantes, en rapport entre elles et avec les hommes. Il en est de même dans le monde des marchandises, des produits du travail humain. C'est cela que j'appelle le fétichisme qui s'attache aux produits du travail dès qu'ils figurent comme marchandises et qui, par la suite, est inséparable de la production des marchandises. Fin de la citation, note de bas de page 43. Marx, K. Le Capital, livre 1, tome 1, cité par Baby J. Les lois fondamentales de l'économie capitaliste, réédition librairie progressiste, Montréal, page 13. Le fétiche. Dans les sociétés primitives, le fétiche est un objet créé par l'homme et possédant certains attributs, lui conférant des pouvoirs mystérieux. Il s'impose à l'homme et réglemente les rapports à l'intérieur de la société. Dans la société marchande, la marchandise est l'équivalent d'un fétiche. Elle est aussi un objet créé par l'homme et possédant une caractéristique particulière, sa valeur, qui lui donne le pouvoir de réglementer l'activité économique d'ensemble. Entre crochets 54. Dans la production marchande, l'organisation de l'économie échappe à l'homme. Elle apparaît comme lui étant imposée du dehors, par les impératifs du marché, par quelque chose d'extérieur, de plus puissant que soi et qu'on considère comme inévitable. Ce quelque chose, ce n'est pas la, entre guillemets, main invisible d'Adam Smith, explication mystique relevant d'un idéalisme puéril et visant à justifier le principe du, entre guillemets, laisser-faire, fermeture des guillemets, note de page 44, tout comme la main invisible de Smith visait à justifier l'ordre bourgeois, la loi naturelle des physiocrates, loi selon laquelle seule la terre était source de richesse, n'avait d'autre fondement que la justification des privilèges des propriétaires terriens sous le féodalisme. Fin de la note de bas de page. C'est la marchandise et sa valeur, ces impératifs du marché, c'est la loi de la valeur. Comme un fétiche, la marchandise s'impose à l'homme et lui dicte ses lois. Dans une société socialiste constituée de producteurs librement associés et planifiant de façon concertée les activités de l'économie, il n'y a plus de production de marchandises, mais production de biens, qui seront répartis directement entre les individus. Dans l'organisation de la production, les producteurs n'entrent pas en contact indirectement par l'entremise du marché, mais directement par l'entremise du plan. Ce sont des hommes librement associés qui, ainsi, dominent collectivement l'organisation de l'économie. Rien ne s'impose à eux comme venant du dehors. Rien n'est considéré comme extérieur et inévitable. Le fonctionnement de l'économie n'est plus dicté à l'homme par quelque chose qu'il ne contrôle pas, la loi de la valeur, mais maîtrisé par lui. Il n'y a plus de fétiche. Sous-titre Rapports d'échange et rapports sociaux. Le caractère fétiche de la marchandise se manifeste aussi au niveau de l'expression des rapports sociaux sous la forme de rapports d'échange. OK. Comme les producteurs n'entrent en contact que par l'échange de leurs marchandises, l'ensemble des rapports sociaux se dissimule sous la forme de rapports d'échange. Les rapports entre les hommes sont camouflés derrière les rapports entre objets ou marchandises. Ce n'est finalement que dans les limites de l'échange que s'affirment les caractères sociaux des travaux individuels ou privés. Début de citation. Les travaux privés ne se manifestent en réalité comme division du travail social que par les rapports que l'échange établit entre les produits du travail et indirectement entre les producteurs. Il en résulte que, entre crochets 55, pour ces derniers, les rapports de leurs travaux privés apparaissent ce qu'ils sont, c'est-à-dire non des rapports sociaux immédiats de personnes dans leurs travaux mêmes, mais bien plutôt des rapports sociaux entre les choses. C'est en mesurant les valeurs de leurs marchandises au niveau de l'échange, donc en établissant des rapports entre objets, que les producteurs privés rendent leurs produits sociaux et s'inscrivent par le fait même dans des rapports sociaux. Le caractère de valeur, ouverture de parenthèse, caractère social, fermeture de parenthèse, de ces objets est pris en considération au niveau de leur production même, entre parenthèses, au niveau individuel ou privé, fin de la parenthèse. Cependant, au-delà de ces rapports entre choses, existent des rapports entre hommes, des rapports sociaux qui sont déterminants. Ce sont ces rapports, négligés par les économistes libéraux, que Marx découvre et explique en allant derrière les apparences extérieures
pour saisir la réalité. Seule une telle démarche permet de comprendre comment des rapports d'égalité au niveau du marché peuvent cacher des rapports de domination au niveau de la production. Comme propriétaires de marchandises ayant une valeur, tous au niveau du marché apparaissent comme égaux et s'engagent sur un pied d'égalité dans des relations contractuelles. Ainsi, en régime capitaliste, le travailleur se présente sur le marché du travail pour y vendre sa force de travail. Au strict niveau de l'échange, il apparaît comme transigeant d'égal à égal avec le capitaliste qui lui offre un salaire en retour. Note de bas de page 46. Cette transaction d'égal à égal suppose que la force de travail soit vendue à sa valeur, voir chapitre 3. Cela fait abstraction du rapport de force qui se déroule au niveau de la vente de la force du travail. On sait à quel point ce rapport de force peut être inégal et le plus souvent favorable aux capitalistes qui, fort de l'appui gouvernemental et d'une législation ouvrière en sa faveur, fera tout en son possible pour payer la force de travail en dessous de sa valeur, sans parler de l'ensemble des autres conditions de travail. Fin de la note de bas de page. Une fois ce travail engagé, cependant, il n'est plus question de rapport d'égalité, mais bien de rapport de subordination et, voir chapitre 3, d'exploitation. L'acceptation des formes apparentes, entre parenthèses, rapport d'échange ou rapport entre marchandises, fin de la parenthèse, comme la véritable représentation des rapports sociaux, conduit à l'établissement de principes légaux et éthiques qui visent à justifier et assurer le maintien de l'ordre établi. Comme l'enseigne le matérialisme, c'est l'infrastructure, c'est-à-dire la base économique d'une société, qui détermine la superstructure, c'est-à-dire le droit, les idées, les croyances, etc. Une dernière précision s'impose. Souvent, la notion de fétichisme de la marchandise évoque dans l'esprit des gens tel objet de métal précieux, tel bien de luxe ou encore des objets particuliers comme l'étaient les fétiches des sociétés primitives. Ce que Marx appelle fétichisme de la marchandise, entre crochets 56, n'a rien à voir avec des objets particuliers, quelle que soit leur rareté ou leur valeur marchande. En économie marchande, le caractère fétiche est une propriété de la marchandise en général, dans la mesure où elle possède une valeur et, en tant que telle, joue un rôle déterminant dans l'organisation de l'activité économique d'ensemble, par l'entremise du marché. Fin de chapitre 1. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté, camarades. J'espère que vous appréciez cet audio-livre socialiste. Je vous encourage à aller sur notre site web alternativesocialiste.org, à nous encourager à, par exemple, vous abonner à notre journal et ou aller voir notre Patreon qui sera dans la description. On vous encourage toujours à poser vos questions et commentaires dans la section commentaires. On va vous y répondre et on se voit sur la prochaine intervention terrain, camarades. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.